1958, la Suède s'apprête à accueillir la 6e Coupe du Monde de football. L'excitation est à son comble, mais personne, absolument personne, ne peut imaginer ce qui est sur le point de se produire. Sur les terrains verdoyants de Suède, un jeune prodige brésilien de seulement 17 ans va non seulement faire ses débuts, mais aussi bouleverser l'histoire du football, pour toujours. À cette époque, les nations européennes dominent sans partage la scène mondiale du ballon rond. Leur règne semble incontestable. Mais tout va changer lors de cette compétition historique. C'est ici, sous les yeux du monde entier, que le plus grand joueur de tous les temps va se révéler et transformer le football pour l'éternité. Bienvenue sur Football Archive. Pour découvrir comment ce jeune talent a conquis le monde, abonnez-vous et activez les notifications pour ne rien manquer de cette légende. Chapitre 1. Le contexte et les favoris, une Europe dominante face à l'émergence du Brésil. L'année 1958 marque un tournant dans l'histoire du football mondial. 4 ans après le traumatisme de Berne en 1954, où la Hongrie invincible s'est effondrée face à l'Allemagne de l'Ouest dans une finale légendaire, le football européen règne toujours en maître absolu sur la planète. Mais en coulisses, quelque chose se prépare, quelque chose que personne n'a vu venir. La Suède, pays hôte de cette 6e édition, n'a jamais organisé un tel événement. Stockholm, Göteborg, Malmö s'apprêtent à accueillir les 16 meilleures nations du monde. Le contexte géopolitique est tendu. On est en pleine guerre froide. 2 ans plus tôt, les chars soviétiques ont écrasé la révolution hongroise. Le monde est divisé, mais sur les terrains de football, une trêve temporaire s'installe. Le ballon rond devient le langage universel qui transcende les frontières et les idéologies. Les favoris sont clairement identifiés. L'Allemagne de l'Ouest, championne du monde en titre, arrive avec une confiance inébranlable. Fritz Walter, leur capitaine légendaire, est toujours là, accompagné d'une génération de joueurs disciplinés et redoutables. Leur jeu est méthodique, physique, efficace. Ils ne gagnent peut-être pas avec panache, mais ils gagnent. C'est tout ce qui compte pour eux. Sepp Herberger, leur sélectionneur, est un tacticien hors pair qui a réussi l'impossible 4 ans plus tôt. Puis il y a la France. Oh, la France de 1958. Cette équipe possède peut-être l'attaquant le plus prolifique de l'histoire du football à ce moment précis. Just Fontaine. Personne ne le sait encore, mais cet homme va inscrire son nom en lettres d'or dans les annales du football mondial. À ses côtés, Raymond Kopa, le meneur de jeu du Real Madrid, tout juste sacré champion d'Europe. Kopa est magique, élégant, visionnaire. Il voit des passes que les autres ne peuvent même pas imaginer. La France a également Roger Piantoni, un autre joueur exceptionnel capable de déchirer n'importe quelle défense. Cette équipe tricolore est spectaculaire, offensive, imprévisible. Elle incarne le football d'attaque dans toute sa splendeur. L'Union soviétique arrive également avec de grandes ambitions. Lev Yachine, le légendaire gardien surnommé l'Araignée Noire, est déjà considéré comme le meilleur portier du monde. Vêtu de noir de la tête aux pieds, il impressionne, il terrifie les attaquants adverses. Sa présence seule suffit à dissuader les tirs. Derrière lui, une défense de fer, organisée selon les principes collectivistes soviétiques. Chaque joueur est un rouage d'une machine bien huilée. L'individualisme n'existe pas dans cette équipe. Seul le collectif compte. L'Angleterre, inventrice du football moderne, se présente avec son arrogance habituelle. Les Anglais sont convaincus que leur style de jeu, direct et physique, finira par triompher. Ils ont des joueurs de classe mondiale comme Tom Finney et Billy Wright, leur capitaine légendaire qui dispute sa 3e Coupe du Monde. Mais l'Angleterre a un problème. Elle refuse d'évoluer tactiquement. Pendant que le reste du monde expérimente, innove, réinvente le football, les Anglais restent fidèles à leurs principes victoriens. Cette rigidité pourrait leur coûter cher. La Hongrie, elle, est l'ombre d'elle-même. 4 ans plus tôt, elle était la meilleure équipe du monde, invincible pendant 4 années consécutives. Puis est venue la finale de Berne, suivie de la révolution de 1956. Les meilleurs joueurs hongrois se sont exilés. Ferenc Puskás, Sándor Kocsis,
Zoltán Csibor ont fui vers l'ouest. La Hongrie de 1958 n'est plus que le fantôme de la glorieuse équipe magyare. Mais elle reste dangereuse, portée par l'orgueil national et le désir de vengeance. Et puis, il y a la Suède, le pays hôte. Jouer à domicile est toujours un avantage considérable. Les Suédois ont construit une équipe solide, disciplinée, athlétique. Leur force réside dans leur cohésion et leur organisation défensive. Gunnar Gren, Nils Lidholm et Gunnar Nordahl forment le célèbre trio Grenoli, qui a fait les beaux jours de l'AC Milan dans les années 1950. Même si Nordahl a pris sa retraite internationale, les deux autres sont encore là, apportant leur expérience et leur classe. La Suède peut compter également sur un jeune attaquant prometteur, Agne Simonsson. Le public suédois croit en ses héros nationaux. Mais au milieu de tous ces favoris européens, une nation sud-américaine attire tous les regards, le Brésil. La Seleção arrive en Suède avec une réputation contradictoire. D'un côté, tout le monde reconnaît le talent brut, la technique exceptionnelle, la créativité débordante des joueurs brésiliens. Le football brésilien est différent. Il est né dans les favelas de Rio, sur les plages de Copacabana, dans les rues poussiéreuses de São Paulo. C'est un football de liberté, d'expression personnelle, de joie pure. Chaque joueur brésilien semble avoir le ballon collé au pied, capable de dribbles impossibles, de gestes techniques à couper le souffle. Mais d'un autre côté, le Brésil porte le poids d'une malédiction. 4 ans plus tôt, en 1954, la Seleção avait été éliminée en quart de finale par la Hongrie dans un match qui est resté dans l'histoire sous le nom de Bataille de Berne. Violence, coups bas, expulsions, bagarre générale dans les vestiaires après le match. Le Brésil avait montré son pire visage. Et avant cela, en 1950, il y avait eu le traumatisme ultime, le Maracanazo. Jouer la finale de la Coupe du Monde à domicile, devant 200 000 spectateurs au mythique stade Maracanã, avoir besoin d'un simple match nul pour être sacré champion du monde et perdre 2-1 contre l'Uruguay. Ce jour-là, le Brésil tout entier a pleuré. Des hommes se sont suicidés. Des gens sont morts de crise cardiaque dans les tribunes. C'était plus qu'une défaite sportive. C'était une tragédie nationale. Depuis 1950, le Brésil cherche désespérément à effacer cette humiliation. Chaque Coupe du Monde est une nouvelle opportunité de rédemption, mais aussi une nouvelle occasion de souffrir. Le pays tout entier retient son souffle à chaque compétition. La pression est immense, insoutenable. Les joueurs brésiliens savent qu'ils ne représentent pas seulement une équipe de football. Ils portent les espoirs, les rêves, l'âme d'une nation entière. Pour cette édition 1958, la fédération brésilienne a décidé de tout changer. Fini l'amateurisme, fini l'improvisation. Elle a nommé Vicente Feola comme sélectionneur, un homme calme, méthodique, qui croit en la préparation scientifique. Pour la première fois, le Brésil s'est doté d'un staff technique complet. Entraîneur physique, psychologue, médecin, nutritionniste. Tout est pensé, planifié, optimisé. Les joueurs ont été soumis à des tests psychologiques pour évaluer leur mental. Certains joueurs expérimentés ont même été écartés parce qu'ils étaient jugés trop fragiles psychologiquement. Et c'est là qu'intervient le plus grand mystère de cette Coupe du Monde. Un certain Edson Arantes do Nascimento, plus connu sous le nom de Pelé. Ce jeune homme de 17 ans vient d'un petit club de Santos. Il mesure 1,73 m, pèse 70 kg et possède un talent absolument extraordinaire. Mais Vicente Feola hésite à le sélectionner. Trop jeune, dit-on. Pas assez d'expérience. Trop de pression pour des épaules si fragiles. Le Brésil a déjà commis l'erreur en 1950 de faire confiance à des joueurs qui se sont effondrés sous la pression. Feola ne veut pas répéter cette erreur. Finalement, Pelé fait partie du groupe, mais il commence sur le banc. Les premiers matchs se disputeront sans lui. Le Brésil aligne une équipe expérimentée. Gilmar dans les buts, Djalma Santos et Nilton Santos sur les côtés de la défense. Aucun lien de parenté entre eux malgré le nom identique. Bellini en défense centrale, Zito et Didi au milieu de terrain,
et un trio offensif composé de Garrincha, Vava et Mazzola. Garrincha, surnommé la Petite Joie, est un ailier droit phénoménal, capable de dribbler n'importe qui avec ses jambes arquées, qui lui donnent une démarche unique et des changements de direction impossibles à anticiper. Le tirage au sort a placé le Brésil dans le groupe 4 avec l'Union soviétique, l'Angleterre et l'Autriche. Un groupe de la mort. 3 nations européennes face à la seule équipe sud-américaine du groupe. Les experts sont unanimes. Le Brésil aura du mal à se qualifier. L'Europe domine le football mondial et cette domination semble destinée à perdurer. Mais ce que personne ne sait encore, c'est que cette Coupe du Monde va tout changer. Le football est à l'aube d'une révolution. Le jeu européen, basé sur la force physique, l'organisation tactique rigide et l'efficacité, va être confronté au jeu brésilien, basé sur la technique individuelle, la créativité collective et la beauté du geste. 2 philosophies du football vont s'affronter. 2 visions du monde vont se rencontrer sur les pelouses suédoises. L'Europe pense que le football est une science exacte, une équation mathématique à résoudre. Le Brésil pense que le football est un art, une expression culturelle, une danse avec un ballon. Qui aura raison? Les premiers matchs vont donner des indices, mais personne n'imagine encore l'ampleur du séisme qui se prépare. Les stades suédois sont prêts. Les équipes sont arrivées. Les joueurs s'entraînent sous le soleil de juin. Les supporters affluent de toute l'Europe. L'excitation est palpable. Dans quelques jours, le coup d'envoi sera donné et 16 nations vont se battre pour devenir championnes du monde. Mais une seule gravera son nom dans la légende. Une seule révélera au monde le plus grand joueur de tous les temps. Une seule changera le football à jamais. Bienvenue en Suède, été 1958. Bienvenue à la Coupe du Monde qui va tout bouleverser. L'histoire est en marche et rien ne pourra l'arrêter. Vous avez aimé ce premier chapitre? Alors n'oubliez pas de vous abonner à Football Archive et de mettre un like pour soutenir la chaîne. Le prochain chapitre va vous révéler comment le Brésil a démarré sa compétition et comment un jeune prodige de 17 ans a fait son entrée fracassante sur la scène mondiale. À très bientôt pour la suite. Chapitre 2. La révélation. Quand Pelé est entré dans la légende le 8 juin 1958. Le stade Nia Ulevi de Göteborg vibre sous un ciel partiellement nuageux. Le Brésil s'apprête à disputer son premier match de la compétition face à l'Autriche. Dans les tribunes, quelques milliers de spectateurs suédois et européens observent avec curiosité cette équipe brésilienne dont on dit tant de bien et tant de mal. La tension est palpable. Pour les joueurs brésiliens, ce premier match est crucial. Un faux pas et le spectre de 1950 reviendra les hanter. Vicente Feola a fait ses choix. Pelé reste sur le banc. Le sélectionneur préfère commencer avec des joueurs d'expérience. Pas question de prendre le moindre risque avec un gamin de 17 ans, aussi talentueux soit-il. Sur la pelouse, le Brésil aligne donc Gilmar dans les buts, la défense composée de De Sordi, Bellini et Nilton Santos, le milieu de terrain avec Zito, Dino Sani et Didi, et l'attaque avec Garrincha sur l'aile droite, Mazzola et Henrique sur l'aile gauche, avec Vava en pointe. Le match commence de manière prudente. Les 2 équipes se jaugent, s'observent, se respectent. L'Autriche, équipe solide et disciplinée, ne se laisse pas impressionner. Pendant les 30 premières minutes, le jeu est haché, nerveux, sans réelle occasion. Les Brésiliens tentent d'imposer leur technique, mais les Autrichiens répondent par l'engagement physique et l'organisation défensive. C'est le football européen contre le football sud-américain, et pour l'instant, c'est l'Europe qui tient bon. Puis, à la 37e minute, l'éclair tant attendu se produit. Didi, le maestro brésilien au milieu de terrain, intercepte un ballon dans sa propre moitié de terrain. Il lève la tête, analyse la situation en une fraction de seconde et délivre une passe millimétrique en profondeur pour Mazzola. Le numéro 10 brésilien contrôle parfaitement, élimine un défenseur d'un crochet du pied gauche et place une frappe puissante qui transperce le gardien autrichien. 1-0 pour le Brésil. Le stade explose. Les joueurs brésiliens se jettent dans les bras de Mazzola. Sur le banc, Pelé applaudit avec enthousiasme, espérant secrètement que son tour viendra bientôt.
Ce but libère complètement le Brésil. Soudain, les passes s'enchaînent avec une fluidité extraordinaire. Garrincha commence à torturer son défenseur direct avec des dribbles impossibles. Ses jambes arquées lui permettent des changements de direction que personne ne peut anticiper. Il part à droite, puis à gauche, puis à droite à nouveau, laissant son adversaire complètement désorienté. Les spectateurs commencent à comprendre qu'ils assistent à quelque chose de spécial. Juste avant la mi-temps, à la 44e minute, Nilton Santos lance une contre-attaque depuis sa position de latéral gauche. Il remonte tout le terrain, combinant avec Didi, puis avec Henrique. Le ballon circule à toute vitesse, d'un pied à l'autre, sans jamais toucher le sol plus d'une seconde. C'est hypnotique, magnifique, révolutionnaire. Finalement, Henrique se présente face au gardien et ajuste sa frappe. 2-0. Le Brésil mène confortablement à la pause. Dans les vestiaires, Vicente Feola reste prudent. Il sait que l'Autriche est capable de réagir. Il demande à ses joueurs de rester concentrés, de ne pas s'emballer, de continuer à jouer leur football sans prendre de risques inutiles. Les joueurs acquiescent, mais on sent dans leur regard une confiance nouvelle. Ils commencent à croire. Peut-être que cette année sera différente. Peut-être que le cauchemar de 1950 peut enfin être effacé. La deuxième mi-temps reprend sur le même rythme. Le Brésil contrôle le match, l'Autriche tente de réagir mais se heurte à une défense brésilienne solide et à un Gilmar impérial dans les buts. À la 55e minute, nouvel éclair de génie. Didi récupère le ballon au milieu de terrain, lève à nouveau la tête et délivre une passe extraordinaire pour Vava qui surgit entre deux défenseurs. Le ballon arrive pile sur son pied droit. Vava contrôle, se retourne et frappe en une seule touche de balle. Le gardien autrichien est battu pour la troisième fois. 3-0. Le match est plié. Le Brésil a montré toute sa puissance offensive. Victoire finale 3-0. Le Brésil a parfaitement lancé sa compétition. Dans les tribunes, les observateurs européens commencent à prendre note. Cette équipe brésilienne n'est peut-être pas un simple outsider. Elle possède une qualité technique supérieure et une capacité à accélérer le jeu qui impressionne. Mais les Européens restent sceptiques. Battre l'Autriche, c'est bien, mais qu'en sera-t-il face à des équipes plus fortes? 5 jours plus tard, le 11 juin 1958, nouveau match à Göteborg. Cette fois, l'adversaire est beaucoup plus coriace, l'Angleterre, l'inventrice du football. Les Anglais arrivent avec leur arrogance habituelle et leur conviction que leur jeu direct et physique finira par triompher face au jeu technique des Brésiliens. Dans les vestiaires britanniques, on parle déjà de « donner une leçon à ces Sud-Américains trop confiants ». Le match commence sous un soleil éclatant. Et là, surprise totale, le Brésil ne parvient pas à imposer son jeu. L'Angleterre, fidèle à sa réputation, joue de manière très physique, très agressive. Chaque Brésilien qui reçoit le ballon est immédiatement pressé par 2 ou 3 joueurs anglais. Les contacts sont rudes, à la limite de la régularité. L'arbitre laisse jouer, ce qui avantage clairement les Anglais. Garrincha tente bien quelques dribbles magiques, mais il est systématiquement fauché. Didi essaie d'organiser le jeu, mais il n'a jamais le temps de lever la tête. Vava est complètement neutralisé par la défense centrale anglaise, massive et intraitable. Les minutes s'égrènent et le score reste bloqué à 0-0. Le public suédois, plutôt favorable aux Brésiliens pour leur jeu spectaculaire, commence à s'impatienter. À la mi-temps, le score est toujours de 0-0. Dans le vestiaire brésilien, l'ambiance est tendue. Les joueurs sont frustrés, essoufflés, parfois contusionnés après les charges anglaises. Vicente Feola réfléchit intensément. Son plan de match ne fonctionne pas. L'Angleterre a trouvé la parade au jeu technique brésilien, la violence physique contrôlée. Il faut changer quelque chose, tenter quelque chose de différent. La deuxième mi-temps reprend sur le même schéma. L'Angleterre défend solidement et attend le bon moment pour contre-attaquer. Le Brésil pousse encore, mais ne parvient pas à trouver la faille. Les minutes passent. 50e minute, 60e minute, 70e minute, toujours 0-0. La nervosité gagne les Brésiliens. Et si l'histoire se répétait? Et si cette Coupe du Monde tournait encore au cauchemar? Le match se termine sur un score de 0-0. Match nul décevant pour le Brésil qui espérait enchaîner 2 victoires. Dans les vestiaires,
les joueurs sont silencieux. Ils savent qu'ils n'ont pas été bons. L'Angleterre, avec son jeu basique mais efficace, les a neutralisés. Vicente Feola analyse le match avec son staff. Une conclusion s'impose. Il faut changer l'équipe. Il faut prendre des risques. Il faut faire confiance à la jeunesse. 3 jours plus tard, le 15 juin 1958, troisième et dernier match de poule face à l'Union soviétique à Göteborg. Ce match est décisif. Une victoire assurerait la qualification pour les quarts de finale. Une défaite pourrait signifier l'élimination. La pression est maximale. Et Vicente Feola prend une décision qui va changer l'histoire du football. Il décide de titulariser Pelé et Garrincha ensemble pour la première fois. Dans le vestiaire, avant le match, Pelé est nerveux. À 17 ans, il va disputer le match le plus important de sa jeune carrière. Autour de lui, les joueurs plus expérimentés le rassurent. Didi, le capitaine officieux, pose sa main sur son épaule et lui dit simplement « Joue comme tu sais le faire. N'aie peur de rien. Tu es là parce que tu le mérites. » Ces mots simples donnent à Pelé la confiance dont il a besoin. Le coup d'envoi est donné. Et dès les premières minutes, quelque chose d'extraordinaire se produit. Pelé et Garrincha semblent connectés télépathiquement. Chaque mouvement de l'un est compris instantanément par l'autre. Garrincha part sur son aile droite, élimine 2 défenseurs soviétiques comme s'ils n'existaient pas, et centre en retrait pour Pelé, qui arrive à pleine vitesse. Le jeune prodige contrôle de la poitrine et frappe du gauche. Le ballon file comme une fusée. Et le gardien soviétique, Lev Yashin, pourtant considéré comme le meilleur du monde, ne peut que l'effleurer du bout des doigts. Le ballon termine dans les filets. Non, attendez. En réalité, le gardien détourne in extremis. Mais l'intention est là. Le danger est là. Le public suédois retient son souffle. Ce gamin de 17 ans n'a peur de rien. À la 3e minute, nouveau frisson. Vava reçoit un ballon en profondeur, contrôle et frappe. Le ballon est légèrement dévié par un défenseur soviétique et trompe Yashin. 1-0 pour le Brésil. Le stade explose. Les Brésiliens exultent. Pelé court vers Vava et saute dans ses bras comme un enfant joyeux. Mais les Soviétiques ne sont pas venus en Suède pour faire de la figuration. À la 15e minute, sur une erreur défensive brésilienne, Simonian égalise. 1-1. Le match redevient complètement ouvert. Les 2 équipes se rendent coup pour coup. Le niveau technique est exceptionnel. Les Soviétiques, avec leur organisation collective millimétrique, affrontent les Brésiliens avec leur créativité individuelle débordante. C'est un choc de style fascinant. Puis, à la 38e minute, arrive le moment qui va tout changer. Didi récupère le ballon dans sa moitié de terrain. Il regarde devant lui et voit Pelé faire un appel de balle intelligent entre les 2 défenseurs centraux soviétiques. Didi lui adresse une passe tendue. Pelé contrôle le ballon du pied droit sans même regarder. Le ballon semble coller à son pied comme par magie. En une fraction de seconde, il élimine le premier défenseur d'un crochet intérieur. Le 2e défenseur arrive à pleine vitesse pour le tacler. Pelé fait un geste technique incroyable. Il soulève légèrement le ballon avec son pied droit, le fait passer par-dessus le défenseur qui glisse au sol, récupère le ballon de l'autre côté et se retrouve face au grand Lev Yashin. Le gardien soviétique, vêtu de noir de la tête aux pieds, sort de sa cage pour réduire l'angle. Il est immense, impressionnant. Mais Pelé ne montre aucune peur. Avec un sang-froid incroyable pour un joueur de 17 ans, il ajuste une frappe du gauche qui passe entre les jambes de Yashin et termine au fond des filets. 2-1 pour le Brésil. Pelé court vers le corner, les bras levés au ciel, le visage illuminé par un sourire d'enfant. Ses coéquipiers le rejoignent en courant et l'ensevelissent sous une montagne de maillots jaunes et verts. Dans les tribunes, les spectateurs sont debout, applaudissant cette merveille technique. Même les supporters soviétiques reconnaissent le génie qu'ils viennent de voir. Un journaliste suédois, assis en tribune de presse, écrit frénétiquement dans son carnet « Un roi est né aujourd'hui ». Le match se poursuit et le Brésil continue de dominer. Garrincha est infernal sur son aile. Chaque fois qu'il touche le ballon, c'est un festival. Il dribble, il élimine, il centre, il recommence.
Les défenseurs soviétiques ne savent plus comment l'arrêter. Ces changements de direction sont impossibles à anticiper à cause de ses jambes arquées qui lui donnent un centre de gravité unique. À la 77e minute, Pelé inscrit son deuxième but du match. Garrincha déborde sur l'aile droite, centre en retrait, et Pelé surgit devant le but pour pousser le ballon au fond des filets d'un simple contact du pied. 3-1. Le jeune prodige exulte à nouveau. À 17 ans, il vient d'inscrire un doublé contre l'Union soviétique en Coupe du Monde. C'est tout simplement extraordinaire. Le match se termine sur ce score de 3-1. Le Brésil termine premier de son groupe et se qualifie pour les quarts de finale. Mais au-delà du résultat, c'est la révélation d'un talent immense qui marque cette rencontre. Pelé n'est plus une simple promesse. Il est devenu une réalité éblouissante. Dans les vestiaires après le match, les joueurs brésiliens célèbrent bruyamment. Ils chantent, ils dansent, ils rient. Vicente Feola observe la scène avec un sourire satisfait. Son pari de faire confiance à la jeunesse a payé. Pelé, assis sur un banc, enlève ses chaussures et masse ses pieds endoloris. Didi s'approche de lui et lui dit « Tu sais, petit, je crois que tu viens de changer le football à jamais. » Pelé sourit timidement. Il ne mesure pas encore l'impact de ce qu'il vient de réaliser. Pendant ce temps, dans tout le monde du football, l'information se propage à la vitesse de l'éclair. Les journalistes envoient leurs télégrammes dans tous les pays. Les radios diffusent des bulletins spéciaux. Un prodige brésilien de 17 ans vient d'exploser sur la scène mondiale. Les experts commencent à analyser son jeu, à décortiquer ses gestes techniques, à essayer de comprendre comment un si jeune joueur peut posséder une telle maturité, un tel sang-froid, un tel génie. Ce qui frappe chez Pelé, c'est la complétude de son jeu. Il ne possède pas seulement une qualité exceptionnelle, il les possède toutes. Vitesse, il est rapide comme l'éclair. Technique, son contrôle de balle est parfait. Vision du jeu, il voit des passes que personne d'autre ne voit. Finition, il marque avec n'importe quel pied de n'importe quelle position. Force physique, malgré son jeune âge, il résiste aux charges des défenseurs. Intelligence tactique, il sait exactement où se placer et quand accélérer. Et par-dessus tout, il possède ce quelque chose d'indéfinissable que seuls les très grands joueurs possèdent, la capacité à changer le cours d'un match par un seul geste de génie. Mais Pelé n'est pas le seul héros de cette phase de groupe. Garrincha, avec ses dribbles hallucinants, a également marqué les esprits. Le duo qu'il forme est tout simplement terrifiant pour les défenses adverses. Garrincha élimine sur l'aile, Pelé finit dans la surface. C'est simple, efficace, imparable. Didi, le maestro au milieu de terrain, continue d'impressionner par sa vision du jeu et ses passes millimétriques. À 29 ans, il est au sommet de son art. Ses coéquipiers le surnomment le prince éthiopien, en raison de son élégance naturelle et de sa classe sur le terrain. Chaque fois qu'il touche le ballon, quelque chose d'important se produit. Vava, l'avant-centre, a inscrit 3 buts en 3 matchs. Il n'a peut-être pas la technique flamboyante de Pelé ou de Garrincha, mais il possède un instinct de buteur exceptionnel. Il est toujours au bon endroit au bon moment. C'est le genre de joueur qui inscrit des buts moches mais décisifs. En défense, Bellini apporte son leadership et son autorité. Nilton Santos, sur le côté gauche, est un latéral révolutionnaire pour l'époque. Il ne se contente pas de défendre, il participe activement au jeu offensif, remontant tout le terrain balle au pied. C'est un concept nouveau qui va influencer toute une génération de latéraux. Les quarts de finale approchent et le Brésil va maintenant affronter le pays de Galles. Une équipe modeste sur le papier, mais qui a réussi l'exploit de se qualifier en éliminant la Tchécoslovaquie. Les Gallois possèdent un joueur exceptionnel, John Charles, surnommé le Géant doux, un attaquant puissant et technique qui évolue à la Juventus de Turin. Malheureusement pour les Gallois, Charles est blessé et ne pourra pas disputer le match. C'est un coup terrible pour leur équipe. Le 19 juin 1958, au stade Råsunda de Solna, près de Stockholm, le Brésil affronte donc le pays de Galles en quart de finale. Le stade est plein à craquer. Plus de 30 000 spectateurs sont venus assister à ce match. L'ambiance est électrique. Les Gallois
privés de leurs meilleurs joueurs, décident de jouer très défensivement. Ils se replient dans leur propre moitié de terrain, formant un bloc compact et discipliné. Leur plan est simple, tenir le 0-0 le plus longtemps possible et espérer marquer sur un coup de pied arrêté ou une contre-attaque. Le match commence et, effectivement, le pays de Galles défend admirablement bien. Les Brésiliens ont beau monopoliser le ballon, avoir 80% de possession, multiplier les occasions, le gardien gallois Jack Kelsey réalise des arrêts extraordinaires. À la 30e minute, Pelé tire une frappe surpuissante qui semble destinée à finir au fond des filets, mais Kelsey plonge et repousse miraculeusement. À la 40e minute, Garrincha élimine 3 joueurs et centre pour Vava, mais encore une fois, Kelsey s'interpose. La première mi-temps se termine sur un score vierge de 0-0. Dans le vestiaire brésilien, la frustration monte. Les joueurs savent qu'ils dominent totalement le match, mais le score ne le reflète pas. Vicente Feola reste calme. Il sait que la patience sera récompensée. Il demande à ses joueurs de continuer à jouer leur jeu, de faire circuler le ballon, de chercher inlassablement les espaces. Le but finira par arriver. La deuxième mi-temps reprend et le siège gallois continue. Mais à la 66e minute, enfin, la délivrance arrive. Didi récupère le ballon au milieu de terrain. Il lève la tête et voit Pelé faire un appel dans le dos de la défense. La passe est parfaite, tendue, précise. Pelé contrôle, avance de quelques mètres et ajuste une frappe du droit qui lobe légèrement le gardien Kelsey et termine dans les filets. 1-0 pour le Brésil. Le stade explose. Pelé court vers le corner, les bras levés, le visage rayonnant. Il vient d'inscrire son 3e but de la compétition. À 17 ans, il est en train de devenir une légende. Le pays de Galles, contraint de sortir de sa coquille pour égaliser, laisse davantage d'espace. Le Brésil en profite pour contrôler le match encore plus facilement. Les dernières minutes s'écoulent tranquillement. En demi-finale, le Brésil va affronter un adversaire autrement plus redoutable, la France de Just Fontaine et Raymond Kopa. Les Français ont été absolument extraordinaires depuis le début de la compétition. Fontaine a déjà inscrit 9 buts en 4 matchs. C'est tout simplement hallucinant. Il marque dans chaque match, parfois 2, 3, voire 4 fois. Kopa, lui, distribue les passes décisives avec une précision chirurgicale. La France joue un football offensif, spectaculaire, qui enchante le public suédois. La demi-finale Brésil-France est considérée par beaucoup comme la vraie finale de cette Coupe du Monde. Les 2 meilleures équipes offensives du tournoi vont s'affronter. Les 2 équipes les plus spectaculaires, les 2 équipes qui incarnent le football spectacle. Le match s'annonce comme une véritable bataille de titans, un festival de buts, un feu d'artifice technique. Le 24 juin 1958, au stade Rosunda de Solna, devant plus de 50 000 spectateurs survoltés, le Brésil affronte donc la France en demi-finale de la Coupe du Monde. L'enjeu est immense. Le vainqueur affrontera soit la Suède, soit l'Allemagne de l'Ouest en finale. La tension est palpable. Dans les vestiaires, les joueurs des 2 équipes se préparent mentalement pour le match de leur vie. Le coup d'envoi est donné et, dès les premières secondes, le spectacle est au rendez-vous. Les 2 équipes attaquent, cherchent l'ouverture, jouent de manière offensive. Contrairement au match contre le pays de Galles, il n'y a ici aucun calcul défensif. C'est du football pur, offensif, généreux. Le public est immédiatement conquis. À la 2e minute, première alerte côté brésilien. Kopa lance Fontaine en profondeur. Le buteur français contrôle et frappe, mais Gilmar sort rapidement et bloque le ballon. À la 5e minute, réponse immédiate du Brésil. Garrincha déborde sur l'aile droite, centre en retrait pour Pelé qui frappe à bout portant, mais le gardien français Claude Habe détourne in extremis. Le match est fou, complètement fou. Les occasions s'enchaînent de part et d'autre. Puis, à la 9e minute, survient le moment le plus important du match. Vava reçoit un ballon en profondeur, contrôle parfaitement et frappe du gauche. Le ballon file comme une fusée et se loge dans la lucarne française. 1-0 pour le Brésil. Le stade explose. Les Brésiliens exultent. Mais la France ne baisse pas les bras. À la 32e minute, les Français réduisent l'écart.
Sur un corner, Fontaine se détache de son marquage et place une tête puissante que Gilmar ne peut que repousser devant lui. Plantoni, aux aguets, se jette sur le ballon et le pousse au fond des filets. 1-1. Le match est relancé. La France croit en ses chances. Mais juste avant la mi-temps, à la 39e minute, nouveau coup dur pour les Français. Didi récupère le ballon au milieu de terrain et lance Pelé en profondeur. Le jeune prodige contrôle, élimine un défenseur d'un crochet et frappe du gauche. Le ballon file sous la transversale. 2-1 pour le Brésil. Pelé vient encore de marquer. C'est son 4e but de la compétition. À 17 ans, il est en train d'écrire l'histoire. Mais ce n'est pas terminé. Juste avant le coup de sifflet de la mi-temps, à la 45e minute, la France égalise à nouveau. Fontaine, toujours lui, reçoit un ballon dans la surface, se retourne et frappe du droit. Gilmar ne peut rien faire. 2-2. Les deux équipes rentrent au vestiaire sur ce score de parité. Le public est debout, applaudissant les 22 joueurs pour ce spectacle extraordinaire. Dans les vestiaires brésiliens, malgré le score, l'ambiance est confiante. Les joueurs sentent qu'ils peuvent gagner ce match. Vicente Feola leur demande de continuer à jouer de la même manière en deuxième mi-temps. Pas question de se replier défensivement. Le Brésil doit continuer à attaquer, à créer des occasions, à mettre la pression sur la défense française. La deuxième mi-temps démarre et cette fois, le Brésil prend le contrôle total du match. Les Français commencent à montrer des signes de fatigue physique. Ils ont enchaîné les matchs intenses depuis le début de la compétition. Et Just Fontaine, malgré ses 9 buts, n'est plus aussi tranchant qu'en début de tournoi. À la 52e minute, le Brésil reprend l'avantage. Didi, encore lui, délivre une passe splendide pour Pelé qui contrôle et frappe. Le ballon heurte le poteau, revient dans les pieds de Pelé qui, d'un réflexe extraordinaire, ajuste une nouvelle frappe qui cette fois termine au fond des filets. 3-2 pour le Brésil. Hat-trick pour Pelé. À 17 ans, il vient d'inscrire 3 buts en demi-finale de Coupe du Monde contre la meilleure équipe offensive du tournoi. C'est tout simplement surréaliste. Les Français tentent de réagir, mais ils sont épuisés physiquement et moralement. Le Brésil, lui, semble avoir des réserves inépuisables d'énergie. À la 64e minute, Vava inscrit son 2e but du match sur une passe de Garrincha. 4-2. À la 75e minute, Pelé délivre une passe décisive à Didi qui marque d'une frappe lointaine. 5-2. Le score devient une humiliation pour les Français. Fontaine, dans un ultime sursaut d'orgueil, inscrit un but à la 78e minute, son 10e but de la compétition. 5-3. Mais ce but ne change rien au résultat. Le Brésil s'impose 5-3 et se qualifie pour la finale de la Coupe du Monde. Le coup de sifflet final retentit. Les joueurs brésiliens tombent à genoux sur la pelouse, les bras levés vers le ciel. Certains pleurent de joie. Après le traumatisme de 1950, après l'humiliation de 1954, le Brésil est enfin en finale d'une Coupe du Monde. Et cette fois, tout semble différent. Cette fois, ils ont Pelé. Cette fois, ils ont Garrincha. Cette fois, ils ont une équipe complète, équilibrée, capable de gagner le titre mondial. Dans les vestiaires, l'émotion est indescriptible. Les joueurs chantent, dansent, pleurent. Vicente Feola, d'habitude si calme et posé, ne peut retenir ses larmes. Ses choix tactiques ont été validés. Sa confiance en la jeunesse a payé. Pelé, assis sur un banc, réalise lentement ce qu'il vient d'accomplir. Un triplé en demi-finale de Coupe du Monde à 17 ans. C'est du jamais vu. C'est historique. Mais il ne reste plus qu'un match. Le plus important, la finale. Et l'adversaire sera la Suède, le pays hôte. Les Suédois ont battu l'Allemagne de l'Ouest 3-1 en demi-finale, provoquant une immense surprise. Le pays tout entier est en liesse. La Suède va disputer la finale de la Coupe du Monde à domicile, au stade Råsunda de Stockholm, devant son public. L'avantage est clairement de leur côté. Pour le Brésil, cette finale représente bien plus qu'un match de football. C'est l'opportunité d'effacer 8 années d'humiliation. C'est la chance de prouver au monde entier que le football sud-américain peut rivaliser avec le football européen. C'est le moment de montrer que la technique, la créativité, la joie de jouer peuvent triompher de l'organisation, de la discipline,
de la rigueur. Les 5 jours qui séparent la demi-finale de la finale sont interminables. Les joueurs brésiliens s'entraînent, se reposent, visualisent le match. Pelé, malgré son jeune âge, ne montre aucun signe de nervosité. Au contraire, il semble serein, confiant. Quand les journalistes lui demandent s'il a peur de la finale, il répond simplement « Quand les journalistes lui demandent s'il a peur de la finale, il répond simplement « Pourquoi aurais-je peur? Je vais jouer au football, c'est ce que j'aime le plus au monde. » Cette simplicité, cette innocence, cette pureté dans son approche du jeu désarme complètement les observateurs. Pelé n'est pas encore corrompu par la pression, par les enjeux, par la gloire. Il est juste un jeune homme de 17 ans qui adore jouer au football. Le 29 juin 1958, le jour de la finale arrive enfin. Stockholm se réveille sous un ciel nuageux mais sec. Le stade Råsunda commence à se remplir dès le matin. Plus de 50 000 spectateurs vont assister à ce match historique. La quasi-totalité du public est suédoise, évidemment. Les drapeaux jaunes et bleus flottent partout. Les chants résonnent dans les tribunes. L'ambiance est électrique, patriotique, survoltée. Les Suédois croient en leurs héros. Ils ont battu l'Allemagne de l'Ouest. Pourquoi ne battraient-ils pas le Brésil? Dans le vestiaire brésilien, quelques heures avant le match, Vicente Feola rassemble ses joueurs. Il ne fait pas de grands discours émotionnels. Il sait que ses joueurs sont prêts. Il leur rappelle simplement le plan de match. Contrôler le ballon, faire circuler rapidement, exploiter les ailes avec Garrincha et Zagallo, donner des ballons à Pelé et Vava dans la surface. Et surtout, ne pas avoir peur. Ne pas se laisser intimider par le public hostile. Jouer leur football, leur jeu, avec confiance et détermination. Didi, le capitaine officieux, prend la parole à son tour. Sa voix est calme mais ferme. Mes frères, nous avons attendu ce moment pendant 8 ans. 8 longues années à porter le poids de la honte du Maracanazo. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité d'effacer cette douleur. Pas pour nous, mais pour tout le Brésil. Pour tous nos compatriotes qui nous regardent, de Rio, de São Paulo, de Salvador, pour tous ceux qui ont pleuré en 1950. Aujourd'hui, nous allons leur offrir la joie qu'ils méritent. Aujourd'hui, nous allons devenir champions du monde. Les joueurs écoutent en silence, les yeux brillants d'émotion. Certains serrent les poings, d'autres ferment les yeux pour visualiser le match. Pelé, assis à côté de Garrincha, sent son cœur battre à toute vitesse, mais ce n'est pas de la peur, c'est de l'excitation pure. Il a hâte que le match commence. Il a hâte de fouler cette pelouse et de montrer au monde entier de quoi il est capable. Les deux équipes font leur entrée sur le terrain. Le rugissement du public suédois est assourdissant. Les joueurs brésiliens, vêtus de leur maillot jaune iconique, avancent tête haute. Ils ne se laissent pas impressionner. L'hymne national suédois retentit dans le stade. Puis c'est au tour de l'hymne brésilien. Les joueurs de la Seleção chantent à gorge déployée, certains les larmes aux yeux. Au Brésil, des millions de personnes sont collées à leur radio, priant pour un miracle. Le coup d'envoi est donné. Et là, catastrophe immédiate pour le Brésil. À la 4e minute, Lidholm, le milieu de terrain suédois, récupère un ballon dans le camp brésilien. Il avance de quelques mètres et délivre une passe parfaite pour Agne Simonsson qui surgit entre deux défenseurs. Simonsson contrôle et frappe d'un tir croisé. Gilmar plonge mais ne peut qu'effleurer le ballon. 1-0 pour la Suède. Le stade Råsunda explose littéralement. Les supporters suédois hurlent de joie, agitent leurs drapeaux, s'embrassent. Leur rêve est en train de se réaliser. Dans les tribunes, les rares supporters brésiliens présents sont sonnés. Comment est-ce possible? 4 minutes seulement et le Brésil est déjà mené. Le spectre de 1950 refait surface. Et si l'histoire se répétait? Et si le Brésil était à nouveau maudit? Mais sur le terrain, les joueurs brésiliens ne paniquent pas. Didi rassemble rapidement ses coéquipiers au centre du terrain. « On reste calme, dit-il. Il reste 86 minutes. Largement le temps de renverser ce match. Jouons notre jeu et tout ira bien. » Les joueurs acquiescent et retournent à leur position. La relance est donnée et, immédiatement, le Brésil impose son rythme. Les passes s'enchaînent, rapides,
précise. Didi récupère le ballon, le donne à Garrincha sur l'aile droite. Garrincha élimine son défenseur direct d'un crochet intérieur, puis accélère vers la ligne de fond. Il centre en retrait pour Vava qui surgit devant le but et pousse le ballon au fond des filets d'un simple contact du pied. 1-1. 9 minutes seulement après l'ouverture du score suédoise, le Brésil a déjà égalisé. Le silence se fait dans le stade. Les supporters suédois n'en reviennent pas. Comment ont-ils pu encaisser un but si rapidement? Mais le Brésil ne compte pas s'arrêter là. À la 32e minute, nouvelle merveille technique. Garrincha récupère le ballon sur son aile droite. Devant lui, 2 défenseurs suédois se préparent à le contrer. Garrincha fait mine d'aller vers l'extérieur, puis coupe brutalement vers l'intérieur. Les 2 défenseurs se percutent dans leur tentative de le suivre et tombent au sol. Garrincha continue sa course, arrive aux abords de la surface et délivre un centre tendu vers le point de pénalty. Vava surgit à nouveau et place une tête puissante qui transperce le gardien suédois Kalle Svensson. 2-1 pour le Brésil. Doublé pour Vava. Le stade Rosunda est sous le choc. En moins de 30 minutes, le Brésil a complètement retourné le match. Les Suédois tentent de réagir, mais ils se heurtent à une défense brésilienne solidaire et bien organisée. Bellini, le capitaine, est impérial dans les duels aériens. Nilton Santos sur le côté gauche et De Sordi sur le côté droit neutralisent les ailes suédoises. Au milieu, Zito et Didi contrôlent le tempo du match, accélérant quand c'est nécessaire, ralentissant pour conserver le ballon. La mi-temps arrive avec ce score de 2-1 en faveur du Brésil. Dans le vestiaire, malgré l'avantage au score, Vicente Feola reste prudent. Il sait que les Suédois vont tout donner en deuxième mi-temps. Ils jouent à domicile, le public les porte. Ils n'ont rien à perdre. Il demande à ses joueurs de rester concentrés, de ne pas se relâcher, de continuer à jouer leur football. La deuxième mi-temps commence et, effectivement, la Suède pousse avec l'énergie du désespoir. Les attaques suédoises se succèdent. À la 50e minute, Simonson se présente à nouveau devant Gilmar, mais le gardien brésilien réalise un arrêt décisif. À la 55e minute, sur un corner suédois, Bellini sauve miraculeusement sur sa ligne. Mais à la 55e minute exactement, c'est le moment de grâce absolue. Le moment qui va entrer dans la légende du football. Pelé reçoit un ballon à la limite de la surface de réparation suédoise. Devant lui, un défenseur arrive à toute vitesse pour le presser. En une fraction de seconde, Pelé réalise un geste technique d'une beauté et d'une audace incroyables. Il soulève légèrement le ballon avec son pied droit, le fait passer par-dessus la tête du défenseur médusé, contourne ce dernier en courant, récupère le ballon de l'autre côté et en une seule touche de balle supplémentaire, frappe du pied gauche. Le ballon file comme une fusée dans la lucarne suédoise. 3-1 pour le Brésil. Le stade Rosunda est figé dans un silence absolu pendant 2 secondes. Puis, malgré eux, malgré leur déception, des milliers de spectateurs suédois se lèvent et applaudissent. Ce qu'ils viennent de voir dépasse le football. C'est de l'art pur. C'est du génie à l'état brut. Pelé vient de réaliser l'un des plus beaux buts de l'histoire des Coupes du Monde. À 17 ans, en finale, contre le pays hôte, la légende de Pelé vient de franchir un nouveau palier. Les joueurs brésiliens courent vers Pelé et l'ensevelissent sous une montagne de maillots jaunes. Sur le banc brésilien, Vicente Feola applaudit avec un grand sourire. Dans les tribunes, les rares supporters brésiliens pleurent de joie. Au Brésil, devant leur radio, des millions de personnes explosent de bonheur. Des rues entières se remplissent instantanément de gens qui dansent, chantent, célèbrent. Le match continue et le Brésil, porté par ce but extraordinaire, continue de dominer. À la 68e minute, la Suède réduit l'écart. Simonson, toujours lui, marque son 2e but du match. 3-2. L'espoir renaît dans le camp suédois. Le public se réveille, encourage à nouveau son équipe. Il reste 20 minutes. Tout est encore possible. Mais le Brésil ne tremble pas. Les joueurs savent ce qu'ils ont à faire. Continuer à jouer, continuer à presser, continuer à créer des occasions. Et à la 79e minute, la sentence tombe. Zagallo, l'ailier gauche brésilien qui a été extraordinaire tout au long du tournoi malgré une couverture médiatique moins importante, récupère le ballon sur son côté.
Il avance, élimine un défenseur et frappe du droit. Le ballon passe entre les jambes du gardien suédois et termine au fond des filets. 4-2 pour le Brésil. Cette fois, c'est terminé. La Suède n'aura pas la force de revenir une deuxième fois. Les dernières minutes s'écoulent dans une atmosphère étrange. Les supporters suédois, malgré la défaite qui se profile, applaudissent les deux équipes. Ils reconnaissent qu'ils ont assisté à quelque chose d'extraordinaire. Le Brésil n'est pas seulement en train de gagner une Coupe du Monde. Le Brésil est en train de révolutionner le football. À la 90e minute, Pelé marque encore. Sur un centre de Zagallo, il place une tête puissante que le gardien ne peut que repousser devant lui. Pelé suit son action et pousse le ballon de la tête une deuxième fois dans les filets. 5-2 pour le Brésil. Doublé pour Pelé en finale de Coupe du Monde. À 17 ans, c'est tout simplement surréaliste, incroyable, historique. Quelques secondes plus tard, l'arbitre siffle la fin du match. Le Brésil est champion du monde. Les joueurs brésiliens tombent à genoux sur la pelouse, les bras levés vers le ciel. Certains pleurent à chaudes larmes, d'autres courent dans tous les sens en hurlant de joie. Didi, le capitaine, s'effondre littéralement, submergé par l'émotion. 8 ans de souffrance viennent d'être effacés en une seule soirée. Pelé, lui, est submergé par ses coéquipiers qui le soulèvent et le portent en triomphe. À 17 ans, il vient de marquer 6 buts dans cette Coupe du Monde, dont 2 en finale. Il vient d'inscrire son nom dans l'histoire du football, à jamais. Sur le terrain, les Suédois applaudissent sportivement les Brésiliens. Ils sont déçus, évidemment, mais ils reconnaissent la supériorité de l'adversaire. Lidholm, le capitaine suédois, va féliciter personnellement chaque joueur brésilien. Puis vient le moment de la remise du trophée. Bellini, le capitaine brésilien, monte les marches pour recevoir la coupe Jules Rimet des mains des officiels de la FIFA. Et là, il réalise un geste qui va devenir iconique. Au lieu de soulever le trophée à bout de bras de manière conventionnelle, Bellini le lève au-dessus de sa tête avec ses 2 mains, permettant ainsi à tous les spectateurs et photographes de voir clairement le trophée. Ce geste sera reproduit par tous les capitaines victorieux dans l'histoire du football. Bellini vient d'inventer la célébration moderne de la Coupe du Monde. Les joueurs brésiliens font un tour d'honneur, brandissant le trophée, saluant même le public suédois qui les applaudit respectueusement. Garrincha danse sur la pelouse, improvise des dribbles avec un ballon imaginaire. Pelé, le visage illuminé d'un sourire d'enfant, serre le trophée contre lui comme s'il s'agissait du plus précieux des trésors. Dans les vestiaires, après les célébrations sur le terrain, l'émotion atteint son paroxysme. Les joueurs chantent, dansent, pleurent, rient, s'embrassent. Vicente Feola est porté en triomphe par ses joueurs. Son pari de faire confiance à la jeunesse a payé au-delà de toutes les espérances. Sa stratégie d'associer l'expérience de Didi, Nilton Santos et Djalma Santos avec la fougue de Pelé et Garrincha s'est révélée gagnante. Au Brésil, c'est l'explosion de joie absolue. Rio de Janeiro, São Paulo, Brasilia, toutes les villes du pays sont en liesse. Les gens sortent dans les rues, dansent, chantent, klaxonnent. Des feux d'artifice illuminent le ciel. Les bars et restaurants offrent des tournées gratuites. C'est la fête nationale absolue. Le traumatisme de 1950 est enfin effacé. Le Brésil a prouvé qu'il était le meilleur pays de football du monde. Mais au-delà de la victoire elle-même, c'est la manière dont le Brésil a gagné qui marque les esprits. Cette équipe n'a pas seulement gagné par l'efficacité ou l'organisation. Elle a gagné par la beauté, par la créativité, par la joie de jouer. Elle a montré qu'on pouvait être spectaculaire, efficace, technique, puissant, créatif, organisé. Le football brésilien de 1958 est une révolution. Il mélange la samba des rues, la magie des plages, l'improvisation des favelas avec la rigueur tactique européenne et la préparation physique moderne. C'est une synthèse parfaite qui va influencer des générations entières de footballeurs et d'entraîneurs. Pelé, avec ses 6 buts et ses performances extraordinaires à seulement 17 ans, devient instantanément une superstar mondiale. Les journaux du monde entier publient sa photo en première page. Les magazines lui consacrent des dossiers complets.
Les clubs européens commencent déjà à fantasmer sur la possibilité de le recruter, même si le gouvernement brésilien déclare rapidement que Pelé est un trésor national qui ne peut être vendu à l'étranger. Garrincha, lui aussi, reçoit enfin la reconnaissance qu'il mérite. Ses dribbles impossibles, ses jambes arquées qui lui permettent des changements de direction imprévisibles, sa capacité à humilier les meilleurs défenseurs du monde, tout cela fait de lui une légende. Avec Pelé, il forme le duo le plus terrifiant de l'histoire du football. Didi, à 29 ans, est sacré meilleur joueur du tournoi par de nombreux observateurs. Sa vision du jeu, ses passes millimétriques, son leadership tranquille ont été essentiels dans le succès brésilien. Il incarne le football intelligent, celui qui pense plus vite que les autres. Just Fontaine, malgré la défaite de la France en demi-finale, termine meilleur buteur du tournoi avec 13 buts. Un record qui tient toujours aujourd'hui et qui ne sera probablement jamais battu. 13 buts en 6 matchs, c'est tout simplement extraordinaire. Copa, lui, est élu meilleur joueur du tournoi par la FIFA, reconnaissance méritée pour ses performances exceptionnelles. Le football a changé à jamais en Suède, été 1958. Avant ce tournoi, le football était majoritairement européen, physique, organisé, parfois un peu ennuyeux. Après ce tournoi, le football devient universel, créatif, spectaculaire, joyeux. Le Brésil a ouvert une nouvelle ère. Cette Coupe du Monde 1958 marque également le début de la domination brésilienne sur le football mondial. Le Brésil gagnera à nouveau en 1962, puis en 1970 avec un Pelé au sommet de son art, puis en 1994 et 2002. Mais 1958 reste spécial. C'était la première fois. C'était la naissance d'une légende. C'était le moment où un jeune homme de 17 ans, venu d'un petit club de Santos, a conquis le monde avec un ballon au pied. Des décennies plus tard, les images de cette finale restent gravées dans la mémoire collective. Pelé soulevant le ballon au-dessus du défenseur avant de marquer. Garrincha éliminant 2 joueurs en un seul mouvement. Bellini levant le trophée au-dessus de sa tête. Ces images sont devenues iconiques, symboliques, éternelles. La Coupe du Monde 1958 nous a appris que le football n'est pas qu'un sport. C'est une forme d'expression culturelle, c'est une manière de raconter des histoires. C'est un langage universel qui transcende les frontières, les langues, les idéologies. Le Brésil, en 1958, n'a pas seulement gagné un tournoi. Il a offert au monde une nouvelle vision du football. Une vision plus belle, plus joyeuse, plus humaine. Et au centre de tout cela, il y avait un jeune homme de 17 ans qui n'avait peur de rien et qui aimait simplement jouer au football. Son nom était Edson Arantes do Nascimento. Mais le monde entier allait bientôt l'appeler par un seul nom. Un nom qui résonnera à travers les décennies comme le symbole même de l'excellence footballistique. Pelé, le roi. Oreille, la légende absolue. Vous venez de découvrir l'histoire incroyable de la Coupe du Monde 1958 et la naissance de la plus grande légende du football. Si vous avez aimé cette épopée extraordinaire, n'oubliez surtout pas de vous abonner à Football Archive et de liker cette vidéo. Partagez cette histoire avec tous les passionnés de football autour de vous. Laissez-nous un commentaire pour nous dire quel moment vous a le plus marqué. Et restez connectés, car d'autres histoires légendaires du football vous attendent sur cette chaîne. Merci à tous et à très bientôt pour de nouvelles aventures footballistiques.